Eh, je vous parie que je vous la mets. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Ce que vous voyez ici, c'est un sketch en 360p posté sur Dailymotion en 2009 par une bande d'amis aux petites velléités artistiques dans l'audiovisuel. Alors là, ça peut sembler simple, mais ne vous y trompez pas. Le manque de moyens est parfaitement équilibré avec une maîtrise de la caméra et de l'écriture, ainsi que des comédiens convaincants et une bande originale soignée. 13 ans plus tard... Alors oui, ça a une autre gueule, mais ce sont bel et bien les mêmes gens à la barre de cette suite pour le cinéma. Aussi bien le scénariste-réalisateur, mais aussi les comédiens, et même le compositeur de la musique. C'est une belle success story à base de quand on veut, on peut passer de la vidéo amateur aux grosses productions produites par de vraies boîtes pour le grand écran. Mais vous le savez, nous, chez Skull Kid Corporation, on n'est pas du genre à classer les œuvres selon leur degré de légitimité. Et je crois déceler, dans Le Visiteur du Futur, et ce dès le début de la franchise, un véritable amour de ses créateurs et un véritable soin apporté à tous les détails de l'œuvre. Alors certes, j'ai été ému de voir cette petite communauté de créateurs dont les histoires m'ont accompagné dans ma prime jeunesse se voir enfin adoubée par un système plus prestigieux, et oui, j'ai lâché ma petite larme quand j'ai entendu le thème principal de la série sur un logo France 2. Il n'empêche, pour m'être enfilé les 4 saisons en 2 sessions de visionnage avec mon frère, pour me remettre l'univers en tête avant la sortie du long métrage, j'ai été surpris de voir que malgré les années et le manque de moyens, la série était vraiment bien. Aujourd'hui, nous allons faire une modeste exégèse de ce petit bout de pop culture française qui certes ne paye pas de mine au premier abord, mais qui est fait avec tellement d'amour et de bonne volonté que le résultat en vaut toujours la peine. Je suis Skull Kid, bienvenue dans les bois perdus. Donc, Le Visiteur du Futur est à l'origine une petite série de sketchs vidéo, écrite et réalisée par François Descraques et le collectif French Nerd pour Dailymotion puis YouTube, et commencé en 2009. Le cas de va est assez simple, donc voici. Raph, jeune homme banal parmi les banaux, s'apprête à faire un truc banal. Quand soudain, un mystérieux visiteur venu du futur apparaît devant lui et lui dit « Raccroche ce téléphone !» Mais pourquoi ? Et le visiteur répond de l'iconique « Que si tu l'appelles, voilà ce qui va se passer !» Puis il se met à débiter une chaîne causale d'événements qui part de cette action anodine et qui aboutit sur un cataclysme dans le futur, et puis il y a une petite chute. Alors donc oui, mais en fait non. Si ça c'était le cas des 3-4 premiers épisodes, très vite ça change. Car dès l'épisode 5 apparaît un nouveau belligérant, une faction policière, la Brigade Temporelle, essaye d'empêcher le visiteur de modifier la réalité. Et à partir de là, quelque chose de très périlleux est effectué sous vos yeux ébahis. Attention, ne tentez pas de reproduire ça chez vous, sauf si vous êtes un professionnel. Un fil rouge. Mais non. Eh bien si, mon bon Fulgence, cher clone technicien et figurant comme en sont dotés tous les youtubeurs amateurs. C'était quelque chose d'assez commun dans tous les webshows de l'époque d'y ajouter une partie fiction qui se mêle à la partie chronique, créant de ce fait ce qu'on appelle aujourd'hui une chronique fiction. Mais non. Si. Et c'est souvent chiant. Alors je ne dis pas que toutes les chroniques fiction sont forcément à jeter, mais en général cela crée des intrigues semi-parodiques qui finissaient pourtant par se prendre au sérieux. Et surtout les deux parties avaient souvent du mal à se conjuguer organiquement, créant pléthore de prétextes improbables pour justifier une narration pas toujours maîtrisée. J'adore les fictions, j'adore les chroniques web, mais souvent créer un fil rouge est devenu un cliché assez redouté pour les émissions à succès sur internet. N'y pense même pas. Et en fait tu dis ça, mais Visiteur du Futur c'est pas une chronique. Effectivement, car j'ai fait un hors-sujet. Mais non. T'es facilement surpris toi. Enfin bref, Le Visiteur du Futur c'est ce qu'on appelle communément une web-série. Comme dans Squid Game. Alors en fait... Le terme web-série porte aujourd'hui à confusion puisque l'on pourrait se dire qu'il ne s'agit que de séries dont la diffusion première a lieu sur internet. Cependant, l'avènement des plateformes de diffusion web, qui se sont mis elles-mêmes à produire leurs propres séries, ont créé une rupture dans le terme, puisqu'aujourd'hui encore, l'expression web-série contient l'implicite qu'il s'agit de séries amateurs et ou autoproduites. Ça peut sembler bizarre vu que la fiction en tant que création web ne marche quasiment plus en dehors des chroniques fiction justement. Mais vers la fin des années 2000, et durant la première moitié des années 2010, le format web-série avait plutôt le vent en poupe, en témoigne la sainte trinité de la création francophone, que sont les Guardians avec les séries Damned et Flanders Company, Olydri Studio avec la franchise Transmedia Noob, et French Nerd avec principalement J'ai jamais su dire non, et Le Visiteur du Futur. Tout un tunnel pour déclarer mon amour à ce genre, qui à part les mastodontes du genre, est devenu une niche très spécifique au parfum old school. Genre, si vous regardiez Noob plus jeune, est-ce que vous continuez à suivre ? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Et toi, Fulgence ? Mais carrément. Hey, tu
Tu veux rentrer dans ma guilde? Intéressant, et quelle est-elle? La guilde syndicale d'union des prolétaires, camarades! Toujours est-il que ce qui est désormais connu comme la saison 1 du Visiteur du Futur s'étale sur 22 épisodes, allant de 2 à 10 minutes, et crée une véritable histoire durant laquelle Raph devra choisir entre le camp du Visiteur et le camp de la Brigade, chacune ayant ses raisons propres d'agir ainsi. La saison se termine par un climax pas trop mal foutu de bagarre dans un parc, avec moult rebondissements et une action toujours assez lisible pour être plaisante à suivre. Après ce succès, une suite est réclamée, ce sera chose faite avec la saison 2, annoncée pour 2010 à la Japan Expo. Une chose importante avec les histoires audiovisuelles du Visiteur, c'est que chaque nouveau volet, malgré un manque de budget toujours présent, marque un avancement significatif dans l'ambition des créateurs, et ce dès la saison 2. En effet, la saison 2 se compose désormais de 14 épisodes de 8 à 10 minutes, plus un final qui en dure 28. Bien que la série reste amateur, on a désormais le droit à plus de décors, plus de lignes narratives, plus d'action, et de manière générale plus d'ampleur. Si la première saison avait quelque chose d'assez gaguesque dans son univers et ses concepts généraux, ici, il n'est pas question d'annuler ce qui a été dit auparavant, mais de faire avec, mais plus sérieusement. Et pour comprendre cela, il faut se pencher sur l'écriture des personnages. Pour faire entendre mon propos, je vais comparer l'écriture de Franchner à un de ses principaux concurrents, donc ne prenez pas ça pour un clash. Olidri Studio, donc, est le plus gros producteur de web-séries amateurs grâce à sa franchise Noob, à la base une web-série, ensuite déclinée en romans, BD, films, mangas, musique, jeux vidéo, light novel, produits dérivés et membres de ta propre famille. Cette série prend place en grande partie dans un jeu vidéo de type MMORPG, s'écrit MMMPORPG, dans lequel les acteurs interprètent à la fois les joueurs et leurs avatars dans le jeu. Ici, on sent que la force de Fabien Fournier, le créateur de la franchise, c'est d'avoir trouvé un concept et de travailler sur la construction d'univers. Ce qui est bien pratique puisqu'on a l'univers réel à développer en plus de l'univers fantasy du jeu vidéo dans lequel l'histoire se déroule. Mais dans tout cela, les personnages en eux-mêmes sont un peu le parent pauvre de l'écriture. Souvent, ils se résument à un concept et restent unidimensionnels pour créer des situations comiques. Si Arteon ou Sparadrap sont dotés d'une évolution qui rend ces deux personnages selon moi les plus intéressants de la série, en 10 putains de saisons, il faut noter un grand nombre de redites. En fait, Noob est écrit un peu comme un cartoon avec un grand nombre de personnages gags dans la distribution exagérément large de la franchise. C'est pourquoi les BD étaient selon moi le meilleur support pour cet univers. Je vois déjà le fils de Bulle s'insurger dans les commentaires. Ça se voit surtout dans la tentative d'Olidri Studio de s'immiscer dans un autre type d'univers avec l'unique saison de Warzone Project, sortie en 2012 et 2013. Cette série avait l'intention de créer un immense univers mélangeant super-héros, science-fiction et plein d'autres trucs, et incorporait au sein de ces 10 épisodes pléthore de personnages et de situations brodés autour de son concept. Concept tellement grand que les ambitions se sont montrées trop élevées pour la petite équipe. C'est, je pense, un écueil assez récurrent dans les œuvres de culture geek de privilégier le world building à la conception de personnages, et pas seulement chez les amateurs. J'en veux pour preuve le film Kaamelott premier volet qui baigne complètement là-dedans. C'est un désastre au niveau de son réseau de personnages, et pas seulement d'ailleurs. On s'écarterait pas un peu du sujet là? De quoi? François Descraques, au contraire, est un narrateur centré sur ses personnages. Tous sont bien définis et régis par des contradictions internes qui impactent non seulement l'univers, mais aussi leurs relations interpersonnelles. Ce sont eux qui font avancer l'intrigue, et aucun ne reste unidimensionnel très longtemps. Prenons Henry par exemple. Durant la première saison, ce personnage secondaire est presque un gag à lui tout seul. 1. C'est un androïde, mais s'il apprend qu'il en est un, il plante. Et 2. On peut le programmer pour lui faire penser tout et son contraire, ce qui fait qu'il s'oppose à un autre Henry détenu par la brigade temporelle. Alors c'est une idée très bien trouvée, c'est drôle, mais ça va au-delà de ça quand, dans le dernier épisode, les deux Henry s'affrontent à la manière du conflit intérieur qui oppose les personnages. Dans la saison 2, Henry prend du galon au niveau de l'importance dans le récit. On le voit plus souvent, son arc est un des plus importants de la saison. Au début, le visiteur élu rencontre Dario Lombardi, qui leur fait voir un paradoxe inhérent à leurs actions de sauvetage du monde par voyage dans le temps. Henry est d'abord convaincu, mais est manipulé par le visiteur qui le recode pour qu'il change d'avis. Quelques épisodes plus tard, il est capturé par la famille Lombardi, désormais confirmé comme antagonistes principaux de cette saison, et est sauvé par le sacrifice de son petit robot mascotte. Heureusement que genre il y a des robots pour mourir sans que ce soit trop grave. T'imagines genre après il y a un personnage humain important, il meurt définitivement comme ça sans prévenir. Ce serait trop bizarre, pas vrai hein? Pas vrai hein? La mort de son robot le traumatise et il comprend alors qu'il peut être mécanique et avoir une empathie puissante. C'est alors qu'il accepte pour la première fois sa propre condition robotique et surmonte son bug qui l'empêchait de voir qui il était vraiment. Il est un peu chamboulé par ces événements, d'autant plus que les Lombardi menacent de s'en prendre à son créateur. Oui, c'est bien le jeune Bertrand Huskla, ce qui le contraint de remonter à ses origines jusqu'à ce qu'à la fin, il finisse par accepter son individualité, métaphorisée par ça. Turbo point. Ce qui peut sembler être une blague en est en fait carrément une, mais en même temps ça raconte quelque chose sur le personnage et sur le thème du destin qui est primordial dans la série. Et c'est comme ça avec tous les personnages de la série, même ceux qui semblent les plus insignifiants. On peut aussi citer Raph, qui pourrait au départ s'appeler protagoniste normal des années 2000.png, et qui se retrouve ensuite tiraillé entre ses diverses motivations, principalement représentées par les personnages du visiteur et de sa copine Stella, comme on peut le voir dans un épisode de la 3ème... Attends, parce qu'il y a une 3ème saison? Oui, même 4. Que what?
Dernière chose sur l'écriture de la saison 2, c'est que cette minutie dans la conception des personnages permet à des cracks de faire quelque chose d'assez habile, des épisodes concept. Sur cette saison que c'est le plus visible, je pense. On a l'épisode où Raph essaie de prouver à Stella qu'elle ne lui a pas donné sa date d'anniversaire, ou encore celui où le visiteur et ses complices Matteo et Judith sont coincés dans une salle, sans nourriture, et cernés par des zombies. Ces épisodes permettent de poser un peu l'intrigue principale, tout en jouant de la dynamique inter-personnage, ce qui est assez habile et original pour ce champ de la web-série. On pourrait aussi souligner que la force antagoniste extérieure, c'est-à-dire les frères Lombardi, n'arrive que tardivement dans le récit de cette saison qui prend bien le temps de poser le statu quo des personnages principaux. Un des meilleurs épisodes de la saison 2, selon moi, c'est l'avant-dernier, qui est principalement constitué d'une mise en joue générale entre les deux camps. C'est une maestria d'écriture et de suspense qui ne peut exister que parce que le terrain a été longuement préparé en amont, pour que tous les choix des belligérants semblent logiques à ce moment. Je veux pas t'effrayer, hein, mais on est au milieu de la 4ème page de script, on a toujours pas abordé la saison 3. Ok, alors est-ce que tu peux trouver un jeu de mots avec missionnaire pour faire la transition ? Non. De 2012 à 2013 sort Le Visiteur du Futur, Les Missionnaires, la 3ème saison, désormais produite par Ankama Productions et composée de 10 épisodes de 13 minutes. Cette fois-ci, on passe à un stade professionnel avec décors originaux, acteurs professionnels variés, diffusion à la télévision sur feu la chaîne France 4, et le tout sponsorisé par tes larmes. Est-ce qu'on perd des points sur l'échelle de la hiérarchie masculine si on avoue qu'on pleure devant l'épisode 8 à chaque fois ? Faut au moins être un Zeta. Une fois de plus, la série prend de l'ambition du point de vue du budget, mais aussi de l'écriture, et ce qui m'impressionne ici, c'est la maîtrise du ton. On a toujours l'humour dû aux racines comiques de la série, mais aussi une véritable pointe de drame qui croise tout au long de la saison. Dès le début, les relations interpersonnages sont tendues, et tout menace d'exploser, et c'est alors qu'un élément extérieur vient tout chambouler. Les Missionnaires, un groupe qui fait comme le Visiteur mais en mieux, et qui pour comble est principalement constitué de personnages ayant du ressentiment contre lui, donc quelques personnages tertiaires de la 2ème saison. Menés par leur chef Joseph, ceux-ci vont exacerber les tensions dans l'équipe, jusqu'à faire tout exploser et avoir des conséquences dramatiques, jusqu'à ce fameux épisode 8 de la saison 3 qui aura surpris bien des jeunes spectateurs. J'en profite pour saluer l'incroyable prestation de Yacine Bellouz, à la base un humoriste, qui joue durant cet épisode un personnage incroyablement perturbant, magnifié par la caméra de Décrac. Vraiment, cet épisode est une merveille. On peut dire que cette série entre dans l'âge adulte à ce moment-là, à partir du moment où les personnages doivent assumer leurs responsabilités, notamment le Visiteur. Oui, car je l'ai pas vraiment abordé, mais le personnage titre de l'œuvre n'est pas tant un héros que ça, dans le sens où il essaie de faire le bien, mais n'a pas les qualités d'un héros mythique et parfait. En fait, il a pléthore de défauts et de faiblesses qui l'empêchent de progresser à la vitesse où il le souhaiterait. Il est orgueilleux, impulsif et peu rigoureux, et il donne les conseils relationnels les plus éclatés de l'histoire des relations humaines. Elle t'aimera jamais pour ce que t'es, parce que t'es pas grand-chose. Mais en même temps, c'est ce qui le rend touchant. C'est un pauvre gars venu d'un monde hostile qui s'est retrouvé avec une machine temporelle et une grande ambition, et qui fait ce qu'il peut. Tout le sens de son personnage se retrouve dans cette phrase. Ce que vous faites, c'est bien. Hein. Ouais, mais je le fais mal. Oui, mais c'est mieux que faire le mal et de le faire bien. Non ? La saison 3 se conclut comme un sacrifice. Il laisse les clés du sauvetage du monde à autrui, il règle ses dettes, il a grandi, et il part en étant reconnu comme un héros à sa petite échelle. Ce qui est une fin extrêmement satisfaisante. À moins que... Sortie en 2014, toujours coproduite par France TV et Ankama et dotée de 10 épisodes, la 4ème et dernière saison s'intitule Néo Versailles. Toujours plus ambitieux, ce récit prend le choix audacieux de se situer quasi intégralement dans le futur post-apocalyptique de 2550, dans lequel Raph et Stella se retrouvent coincés. Ils trouvent le Visiteur qui, pour sauver ses amis et pouvoir à nouveau voyager dans le temps, doit trouver un composant rare détenu par la reine de la cité de caravane de Néo-Versailles. Il se retrouve alors mêlé à des complots, et surtout pour la grosse tête en découvrant qu'il est une star pour le peuple néo-versaillais. On y retrouve des personnalités cultes de la culture internet, comme Flaubert, Nicolas Bernot, Benzaï ou encore Céline Tran. Et ouais, ça aussi ça fait partie de la culture internet. Et cette saison conclut admirablement bien tous les arcs posés depuis la première saison en 2009, tout en proposant quelque chose de vraiment culotté. À la fin de ces 4 saisons, tout retourne quasiment au point de départ. La brigade temporelle est reformée, et les visiteurs Henri et Raph retournent à leurs conditions de hors-la-loi pour tenter de sauver le monde en amateur. Cependant, ça n'est pas vain pour autant, tant tous les personnages ont évolué pour aller vers l'acceptation de cette condition. En particulier Raph, le personnage principal, qui plaque tout, accepte que Stella et lui seront plus heureux séparés, et rejoint le visiteur dans sa lutte. Tout cela remarquablement symbolisé par le dernier plan de la série, qui fait écho au tout premier épisode. J'aurais jamais cru être aussi ému par un mec qui jette une canette à la poubelle. Je chiale, putain! Et on pourrait aussi parler de l'arc de Matteo par exemple, ce personnage comique et balourd de la saison 1, qui finit par être un véritable héros de tragédie, et qui choisit de ne pas céder à la violence en ne tuant pas Dario Lombardi, et de partir combattre ses anciens compagnons. D'ailleurs, les frères Lombardi acceptent eux aussi leurs erreurs en restant unis malgré tout. Même le robot Henri version belge a le droit à un arc pertinent. Tout ceci nous mène à une longue période de silence pour la franchise, avant que le film ne sorte enfin en 2023. Non, je déconne. Il y a eu également une bande dessinée, L'élu des dieux, scénarisée par Décrac et illustrée par Gauche, sortie en 2013 dans laquelle le Visiteur et Henri tentent de recruter Alexandre le Grand. Un roman, La Meute, écrit par Slimane Baptiste Berhoun en 2015,
ainsi qu'un manga en 3 tomes illustré par Guillaume Lapeyre sorti en 2016 et centré sur la brigade temporelle en introduisant le personnage de Louise que l'on retrouve dans le film. Et il y a aussi un jeu de plateau peu trouvable de nos jours. Tout ceci en fait une franchise transmédia probablement très intéressante, mais j'ai pas mis la main sur certaines de ses œuvres, donc je vais surtout parler des œuvres audiovisuelles. Sobrement intitulé Le Visiteur du Futur, le film faisant office de 5e volet sort sur les salles françaises le 7 septembre 2022 et obtient un certain succès, restant 10 semaines à l'affiche. Il raconte l'histoire d'un nouveau personnage principal, Alice, qui est en conflit contre son père politicien, qui s'apprête à construire une centrale nucléaire avec des matériaux défectueux, ce qui mènera à une explosion 100 ans plus tard et la création d'un nuage toxique. Le film a été pensé pour s'adresser à un public néophyte. Il explique assez bien les règles de l'univers sans être lourdeau pour autant. Certaines choses restent suggérées, comme les relations qu'entretient le visiteur à certains de ses ennemis. De plus, le récit suit une évolution similaire à celle de la série. On commence vraiment comme une comédie, parfois proche du poète-poète, pour aller progressivement sur quelque chose d'intime, et aboutit sur sa fin à certaines scènes carrément dramatiques. Attention, trigger warning, McFly et Carlito. Oui, parce qu'on va pas se mentir, ce film s'adresse aussi aux fans de la série, et donc de culture web. On a donc des personnages joués par McFly et Carlito, D'ailleurs, dont les personnages s'appellent Galabroche et De Funax, situant le film dans une continuité dans certains cinémas populaires français, plutôt qu'états-uniens. mais aussi Navo et Kian Kojandi, Monsieur Poulpe et David Mourier, Bruce Benramran, ou encore Vincent Tirel, dont le personnage a été créé en remplacement de celui de Simon Astier, qui n'était que trop peu disponible pour le tournage et n'est donc là que dans 2-3 scènes. Et moi, je suis quelqu'un de simple, il y a Vincent Tirel dans un film, je suis content. Mais les nouveaux personnages principaux sont joués par des acteurs plus officiels, à l'instar d'Arnaud Ducret dans le rôle de Gilbert, un comédien spécialisé dans les comédies françaises grand public, qui aurait été séduit par le script. Le budget est certes réduit pour un film de ce genre, 4,5 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien pour un premier long métrage, et redoutable d'astuces pour utiliser les décors intelligemment. Il utilise notamment la technologie Stagecraft, une première pour un film français, qui consiste à tourner dans un dôme recouvert d'écran diffusant le décor artificiel. Et le tout dans la région Grand Est. Ah, c'est pour ça que c'est tout sale et tout, et qu'il y a des zombies, ah ouais. Et puis il faut parler de cette fin qui est d'une radicalité surprenante, puisque le personnage principal décide de faire le sacrifice ultime en s'effaçant de la réalité pour modifier le présent et avoir un vrai impact sur le monde, puisque la brigade temporelle passe son temps à lui dire que sa vie n'aura aucun intérêt. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est vénère pour un film aussi grand public. Je veux dire, oui, à la fin, on apprend qu'elle a survécu et que finalement elle est devenue une sorte d'anomalie, mais quand même, elle sacrifie toute sa vie pour une lutte. Ce qui est un message vraiment extrême qu'on retrouve pas facilement dans un certain cinéma mainstream. Et puis finalement, ça se finit sur une note d'espoir en montrant que le monde peut s'améliorer si on y met du sien, tout ça, propagande woke j'imagine, et c'est la fin du Visiteur du Futur de François Descraques. Sauf s'il y a une suite un jour. On verra. Ça peut se finir comme ça, mais la porte reste ouverte à d'autres histoires. Et je trouve ça bien d'avoir encore ce genre d'histoire racontée par des gens créatifs, sincères et talentueux, et qui nous expliquent sans être niais comment chacun d'entre nous peut se battre pour un monde meilleur. Quelque chose qui m'a marqué en revoyant l'intégrale, c'est à quel point le personnage du visiteur peut se faire écho de Descraques lui-même. Tous deux essayent d'agir à leur petite échelle, le personnage avec sa machine temporelle et le compteur avec sa caméra, jusqu'à être assailli d'obstacles, de doutes, voire d'orgueil, qui lui fait risquer de perdre sa sensibilité au profit d'une gloire factice. Probablement ce pourquoi le visiteur est décrit comme si imparfait, mais incapable de vraiment procéder avec un plan. Ce fameux plan où la nature est au cœur de la première saison. D'ailleurs, les seuls personnages de cette franchise qui ont vraiment un plan, souvent c'est les méchants. Pensez à ça et après ça crève les yeux. Le premier grand antagoniste de la série est le chef de la brigade temporelle qui tire les ficelles pour arriver à la mort de Raph. Ce personnage peut être vu comme un visiteur corrompu, puisqu'il voulait autrefois sauver son ami en voyageant dans le temps, et finit par être celui qui veut causer sa mort par fatalisme. Dans la saison 2, l'ennemi principal est Raoul Lombardi, qui veut arrêter le visiteur car empêcher les catastrophes empêchera sa propre naissance. Il pense ne pas avoir le choix que d'être le méchant de l'histoire avant de comprendre que c'est plus complexe que ça, qu'il peut continuer à vivre avec sa fratrie. Dans cette même saison 3, le grand méchant est Joseph, qui projette de se faire passer pour un sauveur pour mieux s'imposer comme chef légitime. Ça n'est pas très subtil, mais on comprend l'idée de la perte de sincérité. Quant à Octave, il est l'archétype du conseiller langue de serpent, prêt à toutes les magouilles pour arriver à ses fins, même se faire passer également pour un proche du peuple de Néo-Versailles, pour mieux manipuler tout le monde. Il est également le personnage le plus unilatéralement mauvais de la saga, et il renvoie au thème de la facticité qui parcourt cette ultime saison, tant tout n'est que mensonge chez lui. Enfin, Constance est un peu tout cela mélangé, un personnage dévoré par le chagrin et la colère qui s'auto-persuade que la bonne chose à faire est de ne rien changer par peur. Le visiteur est un symbole d'espoir dans un monde en perte de repères. De ce point de vue, c'est normal qu'il soit né sur internet à l'époque du dooming. Mais en même temps, il refuse l'ironie constante et continue de se battre malgré tout, et je trouve ça très beau. Pour conclure, je vous parlerai d'une phrase qui m'a marqué à la fin du film. Ton cerveau doit réarranger les différentes couches de réalité. Un jour, il finira en bouillie. Tu le sais, ça. Si vous n'avez pas regardé la série avant, vous n'y prêtez probablement aucune attention. Mais dans les 2 premières saisons, le visiteur est accompagné d'un double amnésique venant d'un futur encore plus lointain et... Ouais, c'est pas contre vous, c'est juste que j'ai une moitié du cerveau normal et une moitié du cerveau en bouillie. Écoutez, quand je secoue la tête, ça fait splosh splosh. Comment c'est arrivé? Je me rappelle plus. Et oui, le visiteur va finir par se détruire. Il a peut-être pas de plan, mais il essaye et il improvise. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus.